Salut Arabian. Salut Tony. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de panarabisme. Donc je suis très content de te recevoir. Pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement. Disons que je suis plus un label qu'une identité sur Internet. J'ai un pseudonyme de Radio Arabiane. Et dans la vie de tous les jours, je suis dans l'ingénierie informatique. En ce qui concerne l'idée même de m'appeler Arabiane, qui est un pseudo, c'est juste quelque chose qui renvoie à une certaine forme d'arabité, mais un peu occidentalisé si tu préfères. Le dire Arabia, j'ai dit Arabiane. Donc voilà, je suis sur Internet, je suis plutôt un créateur de contenu euh, porté sur la politique arabe notamment. Ok, très bien. Alors, ça va peut-être sembler un petit peu bateau, mais comme première question, je vais te demander de me définir l'arabité, s'il te plaît. L'arabité est avant tout un concept ethnique. Mhm. Les Arabes par la langue, par l'héritage culturel et d'une certaine manière, parfois par la généalogie. Ça dépend en fait de quelle manière on se positionne par rapport à ça, mais la définition orthodoxe que l'on a, même chez Ibn Taymiyyah, c'est parler arabe et avoir une culture arabe. Ok, très bien. Alors, quand est-ce que ça commence au niveau historique, l'idée panarabiste? Enfin, il y a une nuance entre l'arabité qui existe depuis très longtemps, bien avant la conceptualisation, si tu préfères, du panarabisme, et le panarabisme moderne et ancien. Quand D'accord, que tu as appelé, il me semble, néo-panarabisme, c'est ça? le néo-panarabisme, disons que c'est notre époque à nous. Si on parle Mhm. avec des repères chronologiques, on va commencer par la première narza qui commence avec l'Égypte de Mohamed Ali à l'époque ottomane. C'est là, avec notamment des penseurs comme l'imam al-Tahtawi, Rifat al-Tahtawi, et d'autres plus tard comme Kawkibi et Mohamed Rida, qui vont conceptualiser une arabité qui est portée sur le fait religieux, il est vrai, mais qui se dévassalise progressivement de son intendance politique. Et on trouve, si tu préfères, ce- ce paroxysme séparatiste qui n'est pas antinomique à l'esprit islamique de base, avec notamment Ali Abdel-Razak et le nasserisme avec sa forme laïque, qui est une laïcité arabe, mais je pense qu'on y reviendra, et aussi avec le parti basse de Michel Aflaq, qui est fondé avec Arzouzi et Salah Ben Bitar. Mhm. Bah, d'ailleurs, on peut y revenir tout de suite. Selon toi, c'est quoi les différences principales entre le laïcisme et la laïcité? Disons que la laïcité française, elle prend racine, si tu préfères, après avoir été engendrée dans un marasme chrétien, un conflit d'intérêts entre les laïcs, qui sont ceux qui voulaient se dévassaliser du pouvoir autocratique, et Mhm. le pouvoir religieux, le clerc, notamment au Concile de Latran, quand on a l'empereur Alexis II qui sépare l'avènement des laïcs sur les clercs. Et donc, la laïcité française, elle a sa propre anthropologie qui est, si tu préfères, dans une opération stricto sensus, c'est-à-dire on sépare littéralement les deux. Alors que dans le fait arabe, on ne sépare pas la religion de l'État, on sépare l'instrument politique de ces tentatives de vassaliser la confession Mhm. qui est ici islamique. Donc Donc, il y a une différence entre les deux. ça ressemble plus à la laïcité dans le sens, si on regarde l'histoire de France, on remarque qu'avant 1905, en fait, on parle d'une pseudo-laïcité bien avant ça, notamment avec les rois de France qui tiennent tête au pape, et enfin, on connaît. Mhm. Et donc, on est plus dans ce genre de laïcité-là. Donc, on n'est pas dans l'indépendance vis-à-vis comment, de Dieu, mais dans l'indépendance vis-à-vis du clergé. C'est-à-dire que nous voulons donner, en tout cas quand je dis nous, c'est un terme qui englobe les panarabistes, notamment du Parti basse, et autres, hein, donner l'indépendance de la foi par rapport à l'instrument politique. Alors qu'en Mhm. France, c'est plutôt l'indépendance de la politique par rapport à la foi. Mhm. Mhm. Et quand on parle de laïcité, comme disait Georges Combe, nous sommes plutôt dans une liberté de ton d'exégèse plutôt que dans une caricature de la foi par
le prétexte d'indépendance politique. Mhm. Ok, très bien. Euh, alors, question simple. Quel bénéfice tirerait l'Occident à voir une grande nation arabe s'épanouir en Orient? À vrai dire, beaucoup et rien. C'est-à-dire que quand on part du prisme napoléonien, c'est-à-dire à partir de Napoléon III, on a ce rêve un peu de syncrétisme de Napoléon qui voulait voir les indigènes et les Français notamment vivre ensemble côte à côte et développer donc un secteur économique et politique du Maroc jusqu'à l'Irak. C'était un projet qui était en partie en parallèle, en concurrence avec la régence ottomane. Euh, C'était un projet, disons, qui était plus de l'ordre de l'utopie, je pense, en tout cas pour cette époque. On a par la suite notamment les Saint-Simoniens, avec Saint-Simon, qui vont s'engager dans une sorte de prêche bienheureuse en Égypte pour aider Mohamed Ali notamment à creuser un deuxième canal à travers le Nil. Tous ces projets-là, finalement, ils vont, ils ne vont pas advenir, si tu préfères, et les Saint-Simoniens vont s'exporter progressivement ensuite en Algérie. Donc, l'intérêt, finalement, pour la France, je ne dirais pas pour l'Europe, ça aurait été de développer un immense secteur politique, social et économique, en tout cas sous le prisme de Napoléon III. Et en même temps, quand je dis rien, c'est parce que finalement, l'exploitation des colonies, qui viendra bien plus tard, avec notamment les bureaux arabes, ne rapportera pas grand-chose à la France, contrairement à ce qu'on dit. C'est bien vrai. Ça, Ça a même coûté du pognon. voilà, ça a coûté même plus cher en ce qui concerne l'entretien de ces zones-là. Donc c'est une question qui demandera un développement plus large, mais tout et rien, ça dépend par où on se passe, ça dépend par qui. L'approche du monde arabe, de la nation arabe de Napoléon n'est pas la même approche que celle de Robespierre. Ça dépend par où on se place, ça dépend par où on prend le thème. Ok, très bien. Donc, prenons le thème d'un point de vue contemporain. De nos jours, euh, à ton avis, qu'est-ce que ce seraient les manières les plus judicieuses d'amener une relation qui serait à la fois économiquement viable et moralement juste, si je puis dire, entre, entre l'Occident et l'Orient. Alors, Enfin, l'Occident et l'Orient, tu m'as compris, l'Occident et une grande nation arabe. disons que, en fait, moi j'ai un problème quand on parle d'Occident, parce que l'Occident c'est quoi? Pour qu'il y ait un Occident, est-ce qu'on parle d'une politique européenne unie et homogène? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on parle Hmm. des États-Unis d'Amérique avec les attentats économiques de Trump, notamment dans le secteur automobile? Ça, c'est autre chose. Bon, Hmm. prenons l'Occident comme étant un élément homogène. En face de lui, il faudrait aussi qu'il y ait un monde arabe homogène. Là est l'épineuse question de l'unité arabe qui a toujours été combattue, non pas par les Français, contrairement à ce que l'on pense, mais plutôt par les Anglo-Saxons qui avaient des intérêts politiques et géopolitiques dans cette zone, par le maintien notamment de l'entité d'Israël et la subvention progressive de tout ce qui était réactionnaire, comme les monarchies du Golfe, je pense à l'Arabie saoudite, qui n'était pas à la base conçue pour être réactionnaire à l'unité arabe, à l'époque du contrat entre Roosevelt et Ibn Saoud sur le croiseur Quincy, le pacte de Quincy en 1945, si je ne me trompe pas, c'était une entente de protection contre le pétrole. Et progressivement, cette entente va devenir euh, hégémonique dans cette zone-là, à tel point qu'on a deux lectures de l'indépendance. On a lecture américaine, notamment de celle des monarchies, qui vivent sous protectorat depuis leur indépendance, si tu préfères, et qui n'ont pas connu les guerres d'indépendance, contrairement à l'Irak, qui était juste en face, à la Syrie et au reste du monde arabe, de la nation arabe. Donc on a déjà à l'indépendance une double lecture, euh, si tu préfères, d'approcher les choses. On a une double vitesse et c'est cette dissonance cognitive entre les indépendances qui va créer des problèmes en ce qui concerne l'homogénéité d'une lecture panarabiste, mais pas que.
Maintenant, en ce qui concerne la question de base, qu'est-ce que l'Europe, de quelle manière l'Occident plutôt, pourrait contracter de meilleures relations avec la nation arabe, je c'est une question qui est compliquée puisque la nation arabe en tant que telle possède notamment les ressources naturelles nécessaires à tout développement de nations euh, modernes, tandis que l'Europe a les moyens techniques d'aider les pays arabes malgré, il est vrai, les guerres que l'on a actuellement. Donc je pense que ce serait de, de- 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 d'agencer une politique économique basée, je pense actuellement, uniquement sur les intérêts pétroliers. Mais on ne pourrait pas aller plus que ça, ou peut-être encore sur les intérêts agroalimentaires. On savait que l'Algérie était le grenier de la France et fut un temps aussi l'Égypte. Donc, même si l'Égypte actuellement n'est plus le grenier de personne, hein, elle est même en explosion démographique. Donc, les connexions entre le monde arabe et l'Occident restent encore à, hum, à forger, puisque c'est Mhm. des 2 bords, nous n'avons pas de politique étrangère commune. Si l'Irak a ouvert, à la France, la porte de l'Orient, les Anglo-Saxons l'ont très vite, mal pris et on voit le résultat actuellement, de leur politique étrangère au Moyen-Orient. Elle n'a que faire, en tout cas l'Amérique et les Britanniques n'ont que faire d'une France, au Moyen-Orient. Donc l'Occident, c'est pour ça que j'ai expliqué en amont D'accord. que ça serait compliqué de définir une politique occidentale face à la nation arabe. Mhm. Alors, si je résume, donc tu parlais de Roosevelt et des traités vis-à-vis du pétrole donc dans la péninsule Mmh. et de l'hégémonie qui en a suivi donc des pays anglo-saxons. Donc je suppose que ma question c'était comment ne pas répéter ça. Et donc ta réponse c'est quand même de se focaliser sur le pétrole comme Roosevelt l'avait fait. Sur les intérêts. Je pense, moi, que c'est les intérêts qui forgent les peuples, qui forgent les Mhm. nations et qui forgent, finalement le monde. On ne peut pas, définir des relations purement basées sur l'ethnie, ça n'existe pas. C'est pour ça que le panarabisme prend en compte l'aspect économique et que dire de l'Occident qui n'est pas arabe? Donc, je pense que les relations doivent être avant tout être économiques et puis culturelles. Voilà, sans D'accord. Je t'en prie, hein, excuse-moi. oh, bah, c'est bon, j'avais terminé par rapport à ça. Ok, d'accord, très bien. Euh, alors, j'aurais aimé qu'on aborde un petit peu le sujet des différences techniques dans les pays arabes. Euh, Pourquoi, qu'est-ce qui donnerait l'opportunité aux ethnies minoritaires telles que les Kurdes ou les Berbères de s'épanouir dans une nation arabe? Les Berbères, notamment, enfin les Berbères qui est un terme générique, qui vient des Grecs pour dire le non citoyen, c'est comme les Français puis étaient appelés les Berbères aussi. Bon, Ok, disons, on va appeler ça les Amazirs. Les Amazirs en tant que tels, ont participé et je l'ai dit plusieurs fois, à l'élaboration du Maghreb arabe. Le comité du Maghreb arabe est composé à la fois d'Arabes, comme Habib Bourguiba et d'autres intervenants qui lui précédaient, en tout cas à son élaboration, comme Abdelhazik Al-Habi avec la connexion avec Cheikh Afran qui venait du Liban pour aider les Maghrébins à confectionner une sortie en tout cas d'indépendance idéologique, eh bien le Maghreb arabe a été forgé, comme j'ai expliqué dans ma vidéo, le Maghreb est arabo-berbère par des Amazirs, par notamment le Rifin Abdelkrim Al-Khattabi du Rif, qui lui-même avait explicité en 1947 dans son discours que le Maghreb arabe doit notamment son arabité à la venue de l'islam et que c'est une civilisation, ar-risala. Et donc, les Amazirs ont toujours été, avant les mouvements réactionnaires qu'on a maintenant et les expatriés de France qui se cherchent certainement une identité, ils ont raison de se chercher une identité. Quand on voit la chute notamment des pays arabes et le vide sémantique, politique que l'on a actuellement, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi d'autres partis comme, notamment le MAC et d'autres, intervenants qui n'ont que faire de l'islam, que faire de l'arabité, qui jouent aussi de ces questions-là. Donc, le problème étant, c'est que cette minorité-là, que l'on appelle berbériste, c'est une minorité qui est généralement non musulmane
et contre toute forme d'arabité au Maghreb qu'elle considère comme étant un élément exogène. Alors que les Amazirs que l'on a connus, notamment pendant l'indépendance, ne considéraient pas cette composante arabe et eux-mêmes incarnaient leur amazérité dans ce qu'on appelle la civilisation, parce que l'arabité au Maghreb est avant tout civilisationnelle, même s'il y a des Arabes comme les Banu Makil, les Banu Hilal, il y en a partout, notamment à la Chaouia au Maroc, il y a les Chamba en Algérie, il y a les Banu Hilal aussi encore en Tunisie. Donc les Amazirs ont toujours été précurseurs, en tout cas, de l'arabité au Maghreb, et même le roi du Maroc a été porté par des Amazirs, le roi Idriss Ier. Donc, parler des Amazirs comme étant un élément antagoniste à l'arabité, ça n'a pas de sens. Il y a des mouvements réactionnaires politiques qui n'ont que faire du bien-être des Maghrébins, qui n'ont que faire de l'entente arabo-amazigh et qui pensent que les Arabes veulent effacer le patrimoine amazigh, ce qui est totalement faux. L'arabité n'a jamais effacé l'amazirité et de telle sorte que nous disons que le Maghreb est ethniquement arabo-amazigh, mais de civilisation arabo-musulmane. Et cette civilisation arabo-musulmane au Maghreb est de substrat phénico-amazigh, même si Elias Eliam, qui est un linguiste au Maghreb, pense que le substrat phénicien est beaucoup plus conséquent que le substrat amazigh. Parce que quand les Omeyyades, notamment, sont arrivés au Maghreb, ils ont trouvé une langue qui ressemblait étrangement à celle de l'arabe. Donc, en ce qui concerne les Amazirs, c'est un problème, je pense, de personnes qui sont hybridées en France, hein, je te parle, hein, entre une culture française qui est encore à faire, à assimiler, et une culture du pays qui est fantasmée, idéalisée, avec un ennemi d'il y a 14 siècles, qui serait l'arabo-musulman, mais pas que. Après, il y a aussi d'autres ramifications après l'indépendance, notamment avec Boumedienne. En ce qui concerne les Kurdes ont été des camarades en Irak, ils ont été à l'armée, ils ont toujours été proches des Arabes, même pendant les guerres contre l'Iran. Il y a encore une fois une minorité qui était menée par Bahrani, le traître, qui s'est allié à la fois à l'Iran, puis à Israël, etc. Donc, c'est des mouvements. Le problème kurde, en fait, comme disait Saddam Hussein, c'est que ce sont des personnes qui euh, sont encore parasités par des politiques post-indépendantistes qui leur confèrent cette rancœur de ne pas avoir d'État, il est vrai, même si en Irak, symboliquement, ils sont une zone autonome, là où en Turquie ou en Iran, ils n'ont même pas le droit à la langue, si tu préfères. Et on ne peut pas leur parler, en tout cas à l'époque de Saddam, sans passer par leur parti politique marxiste. Excuse-moi, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Donc je disais que les Kurdes, le principal problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont très renfermés entre eux. Ils ont la tragédie, notamment d'Halabja, qui était, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, c'était un gaz iranien qui les avait gazés, c'était pas un gaz irakien. Les blessures le montraient bien évidemment, c'était des hémorragies, etc. Mais bon, gaz iranien ou gaz irakien, ça reste un traumatisme en Irak. Euh, et on ne peut pas leur parler sans passer par leur politique. En tout cas, à l'époque de Saddam, c'était comme ça. On ne pouvait pas parler aux Kurdes. Tu donnes le micro aux Kurdes, leur leader politique l'arrache et ils sont dans une obédience encore marxiste. Ils sont à l'époque de l'URSS, encore ces gens. Mais je parle là de politique. Mais les Kurdes étaient dans tous les secteurs en Irak. Ce n'est pas antinomique à l'arabité. L'arabité reconnaît les ethnies, euh, ne les annule pas, si tu préfères, et les complémente en tout cas dans le paysage et le décorum national arabe, que ce soit Mhm. au Maghreb ou au Moyen-Orient. Et même dans l'islam, on prend compte des ethnies, il me semble. Exactement, dans la sourate 49, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala parle des ethnies comme étant un élément constitutif de la réalité coranique. Et c'est une question aussi qui fait débat en France, parce que, bon, après, on va s'éloigner peut-être de la thématique, mais quand on parle, par exemple, de relations communautaires ou interethniques, il y a beaucoup de musulmans qui pensent que le fait de mettre la religion au-delà de l'ethnie, eh bien, c'est forcément meilleur que la doxa orthodoxe dans tous les pays musulmans qui prennent en compte le facteur ethnique. Et alors que non, la réalité coranique prend le facteur ethnique. C'est pour ça Ah, c'est que une dualité, quoi. ce n'est pas une dualité, c'est une complémentarité. Et C'est-à-dire une que, complémentarité, voilà, plutôt, excuse-moi, oui. voilà. Quand Allah parle dans le Coran qu'il y a des tribus, c'est que ça fait partie de la réalité coranique. Or, en France, parce qu'on est en France, hein, on a un décorum qui oppose la foi à l'ethnie, parce qu'il y a beaucoup de brassage ethnique. Et donc, ils pensent qu'en mettant comme étant l'islam, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont séparé l'islam de l'ethnie. En disant cette maxime-là, ils arrivent à avoir un certain contraste social pour exister et pour finalement se marier
de- à travers donc, des mariages mixtes. Bon, je ne suis pas ni pour ni contre le mariage mixte, ça concerne la chapelle de chacun. Bon, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils vont définir une tradition qui est purement française, puisque en France, le communautarisme, c'est quelque chose qui est mal vu, en tout cas, contrairement à la doxa anglo-saxonne, mais ça, c'est Un relativement. autre modèle, ouais. Voilà. Et en France, comme on sépare finalement tout et qu'on garde uniquement le fait républicain pour structurer le fait social, eh bien, on a ces décorums qui s'attachent à l'islam et on a une tradition qui est française. Et ils n'ont pas conscience que c'est une tradition française qui est de séparer l'ethnie finalement de la foi, alors que dans la foi elle-même prend en compte le fait ethnique. Et donc, pour corrompre cette idée euh, de arabo-islamique d'endogamie, euh, pas tous, hein, une partie notamment des Maghrébins ou des non-Maghrébins, eh bien, ils utilisent cette tradition qui est le nom dit d'une tradition européenne face à la tradition islamique arabo-musulmane. Alors que la tradition arabo-musulmane se rapproche beaucoup plus du respect de l'ethnie que la tradition française qui l'apprennent comme un élément secondaire, voire dégradant peut-être, je ne sais pas, pour certains, de mettre en avant sa culture d'origine. Tu vois. Mhm. Oui, 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 on est carrément dans le contexte actuel, là. Mais je voudrais revenir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, tu parlais d'une certaine crise de l'identité. Mhm. C'est vrai qu'en ce moment, on a le droit de se poser des questions. Euh, Dans les mouvances identitaires, je ne sais pas si tu as remarqué, enfin je pense que si, enfin je sais même que si, mais on entend souvent un peu de tout et n'importe quoi. Il y a l'exemple par exemple Blanc. de génération identitaire. Ah, Pardon? tu parles des Occidentaux, oui, oui, d'accord. Hmm. Mhm. Par exemple, oui, dans génération identitaire, ils sont dans un espèce de fantasme d'un mélange latin, hellénique et germano-celtique. En pensant que tout ce qui vient d'Europe, c'est miscible, que tout ce qui est chrétien, c'est miscible. Donc Mhm. on n'est pas dans quelque chose de très réaliste. Euh, à ton avis, comment on fait pour soutenir un besoin d'identité, une quête identitaire, sans tomber dans ce genre de travers-là, que je trouve qu'on voit souvent sur Internet? Mais déjà, il faut accepter le fait que l'identité française se dégrade. Si on Hmm. laisse cet argument à ceux qui sont réactionnaires, on fait le jeu des réactionnaires. À un moment donné, si les blancs, entre parenthèses, bon, on n'est pas en Amérique, hein, mais si les blancs se sentent oppressés, bah, il faut les écouter. Et, je veux dire, il y a pas de fumée sans feu. Et donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de blancs, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, on va dire, D'identitaire français, tu peux. parce que le problème, c'est qu'un blanc Ouais, c'est difficile de. Ouais. un blanc qui se cherche en France, un certain syncrétisme avec son identité à lui, qui est souvent finalement un plagiat mal fait des États-Unis d'Amérique. Hein. L'identité française, elle a beaucoup été fracassée avant tout par l'Amérique que par les Maghrébins. Ouais. C'est pas le couscous, Oui, c'est oui, non, dès la Seconde Guerre mondiale. voilà, dès la Seconde Guerre Enfin, mondiale. dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que disait d'ailleurs Mitterrand par rapport à ça. Il dit: «Nous sommes en guerre contre les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de bombe, mais c'est une guerre qui est À identitaire». l'époque où il était encore d'extrême droite. Donc voilà, donc le décorum est très très complexe. Bon, si on part du principe que l'ennemi, des identitaires, c'est les Arabes et les musulmans et peut-être accessoirement les Noirs, enfin les Renois, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus acceptés que les Arabes. Eh bien, de ce point de vue, oui, dans certains quartiers, on peut voir qu'il y a pratiquement pas d'occidentaux, que la culture enfin, culture française, que la culture française en tant que telle n'existe pas. Mais, comment, heu rallier ce besoin identitaire sans tomber dans la réaction, bah, il faut leur donner la parole à ceux qui ressentent, ce manque et conceptualiser une identité qui s'imbrique avec la réalité française actuellement. Je veux Hum, bien qu'il y ait une réalité européenne, mais un Albanais n'a rien à voir avec un Français, je suis désolé de le dire. Heu, on est d'accord. quel est le rapport entre un Albanais qui peut être musulman et parfois chrétien? Oui, oui, à 20 ou 30%, il me semble. Voilà, Entre les deux. quel est le rapport entre l'anthropologie roumaine et les Bretons. Il y a absolument rien. Non, mais je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. À Et chaque fois, les Bretons.
Ça revient. Les Bretons, les Corses, les Ch'tis. Enfin, je veux dire, euh, je- c'est quoi en fait? Est-ce que les identitaires de génération identitaire sont en train de conceptualiser quelque chose d'encore plus ambigu que les Africains, que les Noirs en général, qui prennent la couleur de peau comme étant un élément constitutif de l'ethnie? Bah, ça non. Moi, personnellement, quand je vois, et là, je pense qu'on ne s'éloigne pas du sujet, mais dans le concept, on y est dedans. Quand je vois des subsahariens dire que nous sommes noirs, donc nous sommes fiers, l'identité noire a été principalement une réaction à l'arrivée des entre parenthèses, des blancs occidentaux. Avant, Oui, ils ne se oui. considèrent Je pas. mets sur le même pied les afrocentristes et les mouvances à la génération identitaire. On fait fi des réalités historiques, en fait. Exactement. Et l'identité noire a été, pour beaucoup, un élément qui a totalement annihilé toutes les réalités africaines. C'est plus une identité qui s'accorde avec, l'esclavagisme et l'exportation aux États-Unis d'Amérique, où tu as des gens qui ont perdu leur ethnie, comme, comme la plupart d'entre eux. On a des termes, des noms de famille qui sont Que ce très soit des Européens, des natifs ou des Afros, ils ont tous perdu leur identité, hein. exactement. Donc on a par exemple Malcolm X, qui est qui est le mouvement de réaction Anti-Noli. par rapport, ouais, à la perte de son identité, alors qu'en Afrique, il y a des Soninké, il y a des Peuls et cetera, donc ils ont déjà une Hmm. généalogie. Donc mettre sous la même D'ailleurs, entre les Soninké et les Peuls, c'est... voilà, il y a un peu il y a un peu, on va dire, voilà, c'est compliqué. Donc mettre, sous même échelle, les Africains qui ont une identité multimillénaire et même parfois il y a 3000 religions, si je ne me trompe pas, ou en Afrique, hein, et des milliers même de langues et de dialectes, des coutumes et en parallèle, les Afro-Américains aux États-Unis d'Amérique qui, eux, dans un souci, permanent d'identité, se cherchent une identité et la seule identité et je les comprends qu'ils ont retrouvée, c'était la couleur de peau. Pareil avec les occidentaux. Tout à fait. Parce que on raisonne pas partout en Afrique, en tout cas en Afrique subsaharienne, on raisonne par tribu, pas par couleur. Il n'y a pas de, enfin, c'est quand même sur l'entièreté quasiment du continent, ça fonctionne comme ça. Exactement. C'est-à-dire que si on parle de couleur de peau au Sénégal, comment on les définit en Zambie? Je ne sais pas, c'est quoi on va les appeler les zombies noirs? C'est quoi ça? C'est une histoire farfelue. Donc, pour revenir aux identitaires blancs, hem, puisque apparemment il y a une coalition, d'identitaires blancs, je suis désolé. Le meilleur moyen de détruire ce qui reste, je dis ce qui reste, mais c'est, dans un élan, tragique, de l'identité française, c'est d'importer des gens qui viennent des pays de l'Est, qui n'ont que faire de la langue française, qui n'ont que faire de la culture française et qui s'intègrent parfois très difficilement. Les Bien Roumains, sûr. les Albanais, la Yougoslavie ça n'existe plus, mais voilà, les Serbes et cetera, ils sont Mhm. blancs, mais voilà, c'est la couleur blanche ne fait pas l'identité française. Bien S'ils parlent évidemment. ensuite d'une identité européenne, ah bah, bonne chance, hein, parce que déjà, même au sein même de la nation arabe, on a du mal, alors qu'on se ressemble tous et qu'on a une langue commune. Non, mais ces gens-là, il faut leur faire lire, il faut leur faire lire la philosophie allemande et à la chaîne, et ensuite la française, c'est bien qu'ils réalisent en fait Exactement que ça n'a rien à voir, quoi. Jusque dans le corps de la façon de penser, quoi. C'est exactement que si on lit Rousseau et Fichte, c'est 2 totalement différents. Ça n'a Fichte, rien à rien à voir. voir, Rousseau. Le On est dans un contradicteur de Rousseau, pessimisme chez les Allemands, par exemple, qui est sans nom, quoi. Enfin, ah mais carrément, mais c'est ça. Les Allemands se voient avant tout comme un peuple de race, les Français comme un peuple, heu, on va dire républicain avec, une tradition, pseudo-chrétienne, alors que c'est 2 mondes totalement différents. Les Allemands sortent on peut même parler de pagano-christianisme, hein, quelque part. ah mais bien évidemment, mais même les systèmes politiques sont différents. En France, on a coupé la tête du roi. En Allemagne, il y a un chancelier qui est finalement la projection d'un fédéralisme allemand et en Angleterre, le la reine s'est sauvée en élaborant ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. Bon voilà, c'est un label. En gros, vous gouvernez un peu et moi je garde Un l'autorité. ersatz, un ersatz de pouvoir. Voilà. Donc voilà, c'est très compliqué de parler déjà d'identité politique européenne. Bon, Mm. après, peut-être que le fédéralisme fait que, l'Europe pourrait marcher, mais même dans la mouvance, blanche, on a des gens qui sont contre l'Europe, Mhm. notamment contre Oui, la méthode qui sont en bah, fait, on peut rebondir. Tu parlais des différences de langue, de langue, de religion en Afrique qui rendaient tout ça difficile. Je pense que c'est la même chose en Europe.
Et je pense que le seul moyen d'arriver à une certaine unité, c'est comme, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Amadi Ali Dieng. Mhm, Lui, il expliquait en gros, tu sais, il y avait toute l'idée d'un socialisme africain au niveau de la cause panafricaniste. mhm. Il y avait même quelque chose de très stalinien là-dedans. Et pour moi, c'est vrai qu'il n'y a qu'une. Dieng disait que c'était pas possible d'instaurer un stalinisme en Afrique, mais, euh, mais en fait, la seule chose qui marcherait pour moi pour faire fi, je suis pas du tout communiste, hein, mais pour faire fi de la barrière donc de langage et territorial, bah, c'est du communisme, quoi. Enfin, faut même du stalinisme. Mais l'identité noire est une forme de communisme. C'est un communisme par l'épiderme. Ils sont tous Mhm. égaux parce qu'ils sont, entre parenthèses, noirs. Et je veux dire que nous, on nous fait beaucoup de procès aux panarabistes en disant: «Ouais, c'est vrai que la Tunisie, c'est un peu différent du Liban», alors que Carthage, même si on remonte à l'histoire de la Tunisie, les Libanais sont venus, les Phéniciens sont venus au nord de l'Afrique à cette époque-là. On a aussi un immense brassage culturel qui vient notamment du Levant et du Moyen-Orient. Et tu as l'argument Même qui d'Europe, hein, même d'Europe, vous n'êtes pas si loin de la Sicile. ah ouais, mais j'y arrive. Donc, ils nous disent: «Oui, il y avait pas beaucoup d'Arabes qui sont venus au Maghreb, donc on était 15 apparemment et on a arabisé, comme ils disent, hein, 4 000 000 de Maghrébins». Bon, très fort, hein, franchement. Bon, ensuite, il y a aussi un substrat qui est européen, notamment, sicilien pour les Italiens, et de la péninsule ibérique, on a aussi les Vandales et cetera. Enfin, on va pas refaire l'histoire non plus, hein, même Rome, hein, enfin, donc c'est du pareil au même. Mais donc, pour revenir à ce que je te disais par rapport au communisme, c'est une forme de communisme, hein. C'est nous, on nous fait le procès, de ne pas avoir, une réelle hégémonie, au sein des pays arabes, alors qu'on a des guerres depuis 1945. Mais quand on voit l'identité africaine qui est très subjective, je dois le dire, et l'identité française qui enfin, le problème de la France, c'est que la France, dans son histoire, c'est un empire. La France est un empire. Et du jour au lendemain, on fait d'elle une identité commune avec ses anciens ou bien vassaux ou bien des peuples qui étaient antagonistes même à l'idée de république, de droits humains. Je ne dis pas que les pays de l'Est sont inhumains, attention, hein. Je suis en train d'expliquer que même Non, dans on comprend bien, mais c'est juste que c'est des sensibilité différentes. voilà, Par exemple, on parlait de l'Albanie, le droit à la vengeance, c'est quelque chose qui ne serait pas pensable dans une philosophie française. Ça, exactement, exactement, voilà. Donc heu, l'identité blanche, parce que c'était ça à la base, comment un blanc pourrait, se sentir blanc? Moi, je sais pas, je suis pas blanc. Déjà, je n'ai pas finalement l'autorité de dire ça, mais si je peux donner un humble conseil, ça serait déjà qu'il se réapproprie sa culture, qu'il arrête de se flageller par rapport à l'histoire, qu'il soit fier d'être français et qu'il ne reste pas courbé par rapport au passé, parce que tous les peuples ont fait tel ou tel crime, hein. Les Arabes ont esclavagisé 1,5 million de c'est un très bon début. Mais si après, quand ils commencent à être fiers des Français, ils commencent à rejoindre des mouvances qui disent n'importe quoi sur l'histoire, qui font croire que les immigrations pour les Italiens sont très bien passées. Je sais, je suis d'origine italienne. Oui. C'est pas... ça s'est pas super bien passé à tous les niveaux, quoi. Et une déportation d'1 million d'Italiens dans les années 1920. Même, il y a eu des massacres dans le sud de la France, que ce soit dans le Gard ou que ce soit sur Marseille, même. Ah oui, oui, mais en fait, ce qu'il y a, moi j'ai remarqué, de mon expérience personnelle, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas français de souche, comme des Italiens, comme des Belges, et cetera, et qui viennent en France et qui font les souverainistes. Ah, bah, j'ai pas de problème, hein, avec l'idée de souverainisme, mais si vous êtes vous-même issu d'une anthropologie qui est différente, pourquoi vous faites les Gaulois? Je Ah, bah, alors, pour moi, c'est tout simple, c'est un attachement à la terre. Mmh. Non, moi je parle pas forcément de c'est-à-dire qu'eux, ils essayent de faire, d'être calife à la place du calife. Donc à un moment donné, si Ah oui, ok, je vois la sociologie, je vois de quelle sociologie tu parles. voilà, voilà, tu bon, après c'est pas un problème étant donné que bon après la culture italienne n'est pas si éloignée de la culture française, même si Non, pour moi, c'est les plus proches, hein. Il y a quand même quelque chose de très différent, mais c'est cousin, quoi. c'est comme, la culture, de l'Espagne du Nord, parce qu'en opposition avec l'Andalousie qui est fortement, si tu préfères, ouais, il y a un fort héritage arabe, qui Ouais, oui.
clair et net. Mmh. Donc, l'identité française doit être prise par les partis de gauche, par les milieux de partis de droite. Il faut que cette question soit réintroduite sur la table. Il faut que l'identité soit comprise à travers le prisme européen et non pas en réaction par rapport aux étrangers avec un prisme européen qui est lui-même réactionnaire. Quand on voit la définition de ce que c'est être français avec ces gens, c'est les bougnoules, entre parenthèses, dehors, et nous sommes tous blancs, donc nous sommes français. Je caricature, hein. Non, mais oui, oui, mais il y a un Ça n'est peu même pas de ça. la littérature pour le panarabisme. Nous, en tant que panarabe, pour nous, ce n'est même pas de littérature parce que nous avons codifié à travers la langue, nous avons codifié à travers l'État, par rapport à l'histoire. Les livres de Michel Aflaq, c'est environ 2000 pages pour ne serait-ce que codifier un point de départ et eux, ils viennent comme ça, quand je parle eux, c'est-à-dire des mouvements réactionnaires blancs ou noirs, mais là, puisqu'on parle de mouvements blancs, définir que nous sommes comme ça, point barre. Ça n'a pas de sens, ça ne peut pas perdurer et au final, il faut leur rappeler que les pires ennemis des occidentaux, l'histoire le montre, ça a été les occidentaux eux-mêmes. Parfois ça a été l'Angleterre, parfois ça a été l'Allemagne. Oui, il y a Ah, quelques, après, il y a quelques exemples extérieurs, mais oui, dans la grande majorité, c'est des guerres internes. mais c'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité. On pourrait répondre aussi, chez les Arabes aussi, il y a eu des guerres internes, c'était des guerres plutôt politiques et de gouvernance. Bon, les Arabes, les plus grosses guerres que l'on a eues, c'était par rapport aux Perses, et par rapport notamment aux croisés, mais bon, ça c'est resté local. Hem, mais donc voilà, il faut mettre la question identitaire aux mains de personnes qui ont des questions et qui ne sont pas dans la réaction. Voilà, ça serait ma solution à moi pour ce problème. Ok, d'accord, pas de souci. Euh, donc du coup, pour toi, de quelle façon est-ce qu'on pourrait instaurer, par exemple, en Irak, qui est en ce moment sous une espèce de régence iranienne, enfin, pas officielle, mais officieuse, Mmh. comment on ferait, quel serait le meilleur moyen pour toi d'arriver à une indépendance arabe? L'Irak est sous protectorat américain depuis l'embargo. Mhm. Depuis l'embargo de 91, où on a eu quand même un demi million d'enfants morts de faim. Mhm. Au XXe siècle, à l'approche de l'an 2000, ça ne se voit quand même nulle part, ailleurs dans le monde. Hem, L'Iran, depuis Khomeini et même avant Khomeini, parce qu'on parle de Khomeini, mais en fait, même avant au temps de Shah d'Iran, il y avait des problèmes de frontières vers ce qu'on appelle Chawt al-Arab, a toujours été dans une certaine mesure, comme disait Saddam Hussein, expansionniste sur les terres arabes. Et donc, actuellement, il y a bien une occupation iranienne, notamment dans le parlement. Ils ont liquidé tous les sunnites. Fait marquant, ils ont liquidé aussi des chiites, patriotes arabes. Parce que les gens, ils croient que Ok. l'Iran, c'est chiite, forcément tous les chiites sont avec l'Iran, c'est faux. Ils ont liquidé beaucoup, de patriotes, arabes Donc, chiites. traditionnellement, l'Irak est un pays mixte à ce niveau-là, d'ailleurs. À la mi Plutôt mixte, même si la majorité sunnite. Non, il y a 50-50, 50 de chiites, 50 de sunnites. On est quand même à 50-50, je crois qu'il y avait un peu plus de sunnites. Ok, d'accord. On a dans une parité qui est à peu près à 50-50. Hem, donc, les Iraniens, enfin les Iraniens politiquement parlant, ont toujours été expansionnistes. Ils occupent notamment l'Ahwaz, qui est ce qu'on appelle l'Arabistan, qui a été donné par l'Empire britannique en 1915, à l'Iran et qui réclame aussi leur indépendance, mais ça tout le monde s'en fout. Ils sont occupés structurellement comme Israël occupe structurellement la Palestine, mais ça tout le monde s'en fout. Donc nous, panarabistes, avons été Ok. dans l'obligation de donner aux Iraniens les moyens de faire la paix et d'entretenir dans ce sérail, à l'époque de Saddam Hussein, on peut voir les 2000 missiles, donnés de Saddam, notamment à l'ONU pour éviter une guerre frontale, aux Iraniens pour finalement, se concentrer sur l'ennemi, qui était l'entité sioniste, qui était l'incarnation de l'Occident sur la phase, ouest, du Levant. Donc, mais ça n'a pas marché. L'Iran a toujours voulu,
par des voies diplomatiques au temps du Shah d'Iran, devenir de plus en plus expansionniste et avec l'évolution de Khomeini, qui était un frère musulman finalement, hein. Il avait même des timbres avec les filles de Sayyid Qutb, il faut le souligner. Comme disait Charles Saint-Pro, l'Iran a toujours été dans une obédience qui était belliqueuse par rapport aux Arabes et n'a jamais voulu la paix. Donc quand les États-Unis d'Amérique veulent envahir l'Irak en 2003, l'Iran propose son aide. Contrairement à ce qu'on pense, l'Iran qui n'aime pas les États-Unis, bah, elle déteste un peu plus les Arabes que les États-Unis. Et le mythe que l'on a actuellement, c'est que l'Iran veut la guerre avec Israël, et c'est totalement faux. C'est Israël qui ne veut pas d'hégémonie iranienne, tandis que l'Iranienne veut une hégémonie. C'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas la même chose dans les faits, puisque si tu veux, les Iraniens ne veulent pas détruire Israël, ils savent très bien que militairement et économiquement, ça n'a aucun sens, tandis qu'Israël, elle, ne veut pas être sous l'égide d'un État, d'une sorte de croissant chiite à ses frontières, euh, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Donc, l'Iran, si tu préfères, occupe structurellement l'Irak après l'effondrement, notamment du régime bassiste de Saddam Hussein. Elle occupe, on a eu Nouri el-Maliki pendant son mandat qui a massacré, qui a discriminé les sunnites de telle manière que ça a créé un monstre en grande majeure partie qui s'appelait Daesh, qui est une réaction sunnite finalement, hein, extrémiste tragique, qui s'est hybridé ensuite et qui s'est importé un peu partout dans le monde, et c'est ce qui a donné la catastrophe. Donc Daesh finalement c'est une création américano-iranienne tragique de personnes qui sont dérangées mentalement, hein. Bon, au-delà de tout ça, les Iraniens donc occupent structurellement l'Irak. On a eu des manifestations en 2011, en 2012, en 2018, plus récemment en 2019. Tout le monde s'en contrefiche. Les gens pensent ou bien à la Palestine, et je respecte la Palestine qui est un combat noble et central dans l'État arabe, mais les masses ont tendance à oublier l'Irak. Et c'est pas bien de comparer les morts, mais je vais quand même le faire. L'Irak a eu 200 à 600 fois plus de morts qu'en Palestine. C'est-à-dire que pourquoi l'Irak a été attaqué? Pourquoi elle n'a pas été, comme l'Arabie Saoudite, dans un syncrétisme et un protectorat américain qui leur a permis de se développer? C'est parce qu'elle a dit non à Hmm. la colonisation palestinienne, et le régime de Saddam Hussein a toujours été clair à cette question-là. Donc, l'occupation iranienne est à la fois, si tu préfères, une tragédie pour les Palestiniens qui ont perdu leur véritable sponsor et leur véritable soutien dans la région, et non pas cette hybridation du Hamas qui est finalement un argument en plus pour Israël pour bombarder les Palestiniens. Mais bon, ça, on y reviendra si tu veux. Mais l'Iran occupe structurellement l'Irak, et tout le monde, en tout cas, dans l'indifférence ou non, trouve ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et, C'est bien ça le problème de certains Maghrébins. Si l'Algérie, en fait, serait à la place de l'Irak, bah, l'Iran aurait attaqué l'Algérie. et Les- du coup, l'Irak, elle est donc un petit peu prise de tous les côtés par l'Iran, donc à l'est, au sud par d'autres Arabes, par les Saoudiens, qui eux, sont sous hégémonie américaine, si je puis dire, même si maintenant c'est quand même eux qui dirigent un petit peu plus chez eux. Au nord, on a Israël. Comment l'Irak elle reprend son indépendance dans tout ça? Ah, c'est une question épineuse, hein. Comment l'Irak reprend son indépendance? Je pense que l'Irak est perdu pendant encore 20 ans. Ok. Je doute actuellement qu'il y ait une réponse arabe assez forte pour dégager les Iraniens. Mhm. La- Toi, c'est quoi? la- Qu'est-ce qui, pour toi, serait catalyseur d'un soulèvement, d'une intifada, si on peut dire? bah, le soulèvement par rapport à quoi? Je veux dire, par rapport à peut-être une guerre d'indépendance ou d'autres moyens qu'une guerre. Les gens se croient, en tout cas les Arabes se croient indépendants lorsque leur pays d'origine était indépendant. Nous n'avons jamais été indépendants. Nous avons été libérés des entraves structurelles des pays colonialistes, économiquement, technologiquement, et même politiquement, nous avons toujours été occupés. Si nous serions indépendants, l'Irak serait encore là, qui était l'incarnation de cette indépendance arabe. Ce n'est pas le protectorat des monarchies du Golfe qui montre l'indépendance. On est d'accord. Voilà. Donc, ceux qui parlent d'indépendance, vous ferez le doigt dans l'œil. La Palestine n'aura jamais d'État second puisque les Israéliens ne veulent pas d'un État palestinien.
Et la solution à deux États a toujours été euh, une Les sorte. Israéliens, je ne sais pas. Le gouvernement israélien, oui. Après, les Israéliens Ah, eux-mêmes, je excuse-moi, sais que la vie populaire est mitigée quand même là-bas. moi, quand je parle des Iraniens, je parle essentiellement Oui, que du gouvernement, oui. j'ai pas Pas de fait. la vie populaire, oui. Voilà. Donc, la question palestinienne, elle est sacrifiée aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que l'Irak est effondré, c'est parce que tous les régimes panarabistes sont effondrés en grande majeure partie. Et les gens s'étonnent, oui, mais pourquoi les pays arabes se détournent? Mais pourquoi voulez-vous que les Émirats arabes unis, qui sont un petit État qui n'a pillé personne finalement, hein, qui utilise son propre pétrole pour se développer, irait faire la guerre contre Israël? Qu'a-t-il à gagner? Il n'a absolument rien à gagner. Il n'a ni les moyens militaires, et encore moins l'ambition politique de le faire. C'était évident. Donc, et pourquoi ça serait uniquement les Arabes qui devraient forcément aller toujours au Casse-Pipe, si tu préfères? L'Iran n'a jamais attaqué la Palestine, jamais. La Turquie non plus. Le premier État au Moyen-Orient à avoir reconnu une entité d'Israël, c'était la Turquie. Erdogan, à part des petites galipettes et des slogans et des petites pirouettes, quand en 2010, si je ne me trompe pas, en 2011, Israël a massacré, qu'il repose en paix, les Turcs dans les flottilles de la liberté pour la Palestine, Erdogan a crié au parlement et puis quelques années plus tard, ils ont donné un peu d'argent, ils se serraient la main et le commerce a repris. C'est-à-dire que si eux-mêmes ne vengent pas leurs morts, qu'est-ce qu'ils vont venger les Palestiniens? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être, réaliste par rapport à ça. Hem, Structurellement, l'Irak, je pense que s'il y a une réponse arabe forte des pays arabes aux alentours et même peut-être des ingérences étrangères, on pourrait faire une contre-révolution contre le parlement irakien et par rapport aux milices iraniennes. Mais ça semble peu probable, tellement la réponse sunnite et la réponse chiite patriotique arabe est faible D'accord. pour le moment. Et donc, je prenais l'exemple de l'Irak parce que c'était peut-être c'était déjà un exemple, ça a été un exemple avec le Parti basse, comme on en parlait tout à l'heure, Qui est différent du parti basse d'indépendance. syrien. Pardon? Qui est différent du parti basse syrien au passage. Ok, d'accord. Et comment donc un exemple d'indépendance arabe. Ouais. Et donc je prenais ça en exemple justement pour voir de quelle façon on aurait pu ramener une certaine indépendance à ce niveau-là. Euh, Au niveau global, au niveau, donc, comme tu disais, de l'Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient. Comment on fait, enfin, qu'est-ce que serait la meilleure voie pour aller vers ça, vers une nation arabe indépendante? Un fédéralisme avant tout économique et culturel. D'accord, ok, Ça, c'est le premier pas. Et pour qu'il y ait un fédéralisme, il faut qu'il y ait des patriotes arabes qui militent dans leur pays d'origine d'un point de vue politique. Et il faut que les petites guéguerres entre certains pays arabes, on l'a vu entre l'Algérie et le Maroc, par pour le rapport Sahara, oui, aux Arabes, moi je le dis haut et fort, le Sahara est marocain. Bon, donc qu'il y ça ait, paraît assez logique après. voilà, qu'il y ait un peuple sahraoui, oui, mais ça fait partie du Maroc. Maintenant, le problème étant, c'est que ce conflit renferme 2 blessures, 2 fractures. Une qui est, d'une opposition systémique entre le gouvernement algérien qui était expansionniste après l'indépendance et une autre qui, ressort entre l'ingérence des États-Unis d'Amérique par le prisme marocain et de la Russie, soviétique ou non soviétique par l'Algérie. Donc c'est des guerres qui sont totalement proxy. On a eu une très forte tension entre le Qatar et les Saoudiens. Les Américains ont tapé du poing, ils ont fait la paix. Voilà, donc tout ça, c'est une question de bonne volonté finalement et l'ouverture des frontières, notamment au Maghreb, par exemple, le train transmaghrébin augmenterait, selon plusieurs études, entre 20 et 30 le PIB des 3 pays du Maghreb. Je me demande pourquoi déjà, si les gens manifestent pour améliorer leurs conditions de vie, pourquoi ne militent-ils pas pour ouvrir déjà les frontières, يفتحوا الحدود comme on dit, pour, développer donc cette aventure du Maghreb arabe uni? Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des mouvements berbéristes réactionnaires qui sont contre toute idée d'unité et on a la corruption systémique au sein de l'État qui renvoie,
de manière périodique et encore une fois systémique. On le voit avec le gouvernement algérien, la faute aux Français, 60 ans après l'indépendance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On a un Donc équilibre. il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience du collectif et il faut aussi un changement politique, je pense en Algérie. En Tunisie, nous sommes totalement ouverts à un fédéralisme. Nous l'étions depuis Habib Bourguiba. Nous le sommes encore aujourd'hui, encore mieux avec nos camarades libyens et encore mieux avec aussi nos camarades algériens. Le problème étant, je pense, un problème étatique en Algérie, puisque le Maroc a voulu ouvrir notamment les frontières. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, le changement de régime, si tout se passe bien, précède la prise de conscience. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement en Algérie? On a vu que les Algériens, le gouvernement algérien, je parle, hein, est parti soutenir l'Éthiopie dans son barrage, Mhm. qui est un barrage meurtrier sur le long terme pour l'Égypte, alors que... Pour le Soudan, c'est ça? Pardon? Je sais plus, c'est à quel. J'ai entendu parler de cette histoire donc du barrage hydraulique en Éthiopie. C'est avec le Soudan, c'est ça? C'est avec la frontière du Soudan. Par rapport à l'Égypte qui, le Ah barrage... oui, non, oui, ok, d'accord, oui. J'avais du mal à resituer. Oui. Le barrage réduit le débit en fait, du fleuve et à long terme, avec la crise de l'eau, ça risque d'être problématique et on a une réaction, égyptienne, même populaire, qui ont été très déçus de cette, de ce choix algérien de soutenir l'Éthiopie dans son barrage, puisque les Algériens ont toujours soutenu, heu les Égyptiens, excuse-moi, ont toujours soutenu l'Algérie, même pendant la guerre des sables contre le Maroc, mais c'était plutôt par rapport à la vision états-unienne et proche de l'URSS à l'époque de Nasser, et même pendant l'indépendance, et même l'Irak qui avait, j'avais mis dans une de mes typos, livré à 1,7 milliard d'aides de dinars à l'Algérie pour qu'elle ait son indépendance. Bon, j'extrapole un peu la thématique pour vous montrer un peu la solidarité arabe. Les Saoudiens qui avaient aussi misé là-dedans. Donc, 60 ans après l'indépendance, ça sonne faux, en tout cas. Je pense que le gouvernement algérien n'est pas un gouvernement patriotique, qui est dans une obédience panarabiste, loin de là. Il l'a prouvé avec son soutien à plusieurs reprises par rapport à l'Iran, il le prouve actuellement avec l'Éthiopie. Je pense qu'il y a très longtemps que, le patriotisme arabe est mort au sein de l'État algérien et ça se reflète peut-être dans sa politique qui est totalement calamiteuse malgré les grandes ressources qu'il ait, au sein de son pays, tu vois? Hmm. C'est une réalité. D'accord. Euh, Est-ce que Radio Arabian, tu aurais envie de conclure sur quelque chose? Tu sais, moi, pourquoi j'avais fait cette, radio-là? C'était pour donner une opinion aux Arabes, qu'ils soient du Maghreb ou de l'Orient. Parce qu'on est totalement calqué ou bien sur l'opinion, entre parenthèses, des Occidentaux, ou bien des Subsahariens. Et donc, on était totalement vassalisés. Le fait maintenant d'avoir, je ne dis pas que voilà, je suis l'opinion et la lueur céleste des Arabes, loin de là, d'avoir une opinion, en tout cas, une tentative d'opinion arabe, c'est quelque chose qui permet de décortiquer les non-dits et de finalement d'agencer notre propre opinion pour forger nos propres projets avec une certaine relative indépendance. Et les gens qui, enfin les quatrièmes générations en Occident, de maghrébins ou d'orientaux, parfois sont totalement désaxés, déstructurés par rapport à cela, prennent parfois cette idée-là ou bien ou bien très mal. Et donc moi, ce que je veux leur dire, c'est que le développement de nos pays d'origine ne passera pas par des concepts abstraits, par des civilisations qu'on réincarne de manière abstraite et de manière anarchiste comme le font notamment les Berbéristes. À ce moment-là, les Tunisiens en deviennent phéniciens et les Irakiens en deviennent babyloniens. Il faut interagir avec la réalité du Maghreb, qui est arabo-amazigh, notamment ethniquement, et arabe de manière civilisationnelle. Il ne faut pas tomber dans le sectarisme ni dans le fatalisme. C'est en cela que j'ai voulu développer cette voie-là. Et même par rapport à l'islam, avoir cette tentative de dévassaliser l'islam de ses intendances politiques pour retrouver la primauté et le message originel de l'islam. De l'islam. Il y a un ouvrage qui est pertinent là-dessus, c'est celui de Ibn Ashur, Maqasid al-Shara'i al-Islamiyya. Et le tenant de cet ouvrage-là, c'est d'arriver finalement à la finalité du message. C'est-à-dire, par exemple, et je conclurai sur ça, quelle est la finalité du commerce? Vendre des pommes, c'est halal, c'est licite, mais si tu fais de la spéculation avec des pommes, ça devient haram, parce que la finalité du message islamique dans ce domaine, c'est d'avoir un commerce équitable et transparent. Le mariage, quelle est la finalité du mariage? C'est la cohérence au sein de la nation. En fait, il y a plusieurs finalités. Il y a la finalité au sein du couple, qui est l'amour et l'entente, au sein de Mhm. la famille, et cette même famille-là, on a son maqasid au sein de la société, euh,
c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes parfois avec, cette Oui, idée. d'ailleurs, oui, la déconstruction de la famille, c'est un des problèmes auxquels on est confronté frontalement là en Occident. Exactement. Que ce soit à travers un métissage qui est, purement artificiel ou une déconstruction, structurelle du cocon familial. Donc, le Ça, la c'est plus ça qui me dérange, moi, personnellement. C'est la déconstruction structurelle du cocon. mmh Donc, mais le métissage participe à la destruction du cocon familial puisque ce ne sont pas, en tout cas en Occident, des personnes qui se connaissent par rapport à leur culture, par rapport à une tendance purement libidinale en général, tu vois? Oui, Alors oui, quand c'est par amour, il y a aucun souci. Le problème, c'est d'en faire, quelque chose de capitaliste pour vendre. Quand c'est pour ah, vendre des shampoings, là, il y a un problème. exactement, et comme c'est une reproduction qui est de la même manière que de l'ordre de la construction sans base, c'est une déconstruction par la mention du mariage. C'est la même chose. Donc il faut regarder les choses en face. Donc nous, en tant que croyants, nous avons la finalité du mariage, que ce soit dans le métissage ou dans l'endogamie, qui est donc le syncrétisme avec le cocon familial, avec le corpus social et avec la nation. C'est pour ça que, même d'un point de vue islamique, les panarabistes ont été pragmatiques. Ils ont pris la finalité de ce qu'est l'islam finalement, l'élaboration et l'autonomie du fait religieux indépendamment du fait politique, et donc c'est par rapport à ça que le panarabisme est pertinent. Donc ensuite, que les gens ne comprennent pas ou que ne veulent pas y adhérer, c'est 2 choses totalement différentes. Nous, ce que nous parlons de manière très simple, nous invitons les gens à comprendre, ce que peut apporter le nationalisme arabe et d'ailleurs ce qu'il a apporté aussi en Irak par rapport à l'ingérence iranienne, par rapport à l'épopée irakienne dans tous les domaines. Par rapport à cela, et ce qui peut apporter aussi, comme disait Michel Aflaq, l'engendrement réciproque de toutes les nations arabes par rapport à leurs ressources, à leurs compétences, ça ferait un énorme bond en avant, en tout cas pour le développement des pays arabes, je l'espère inch'Allah dans le futur, si les gens prennent conscience de ça. Sinon, comme disait, Ahmed Ben Bella, qui était un des derniers, panarabistes d'Algérie: «Si les Arabes ne s'unissent pas, ils vivront de manière perpétuelle en condition d'être diminués». D'accord. Très bien, Rabiane. Je te remercie, d'avoir pris la parole aujourd'hui. Merci. J'espère qu'on pourra continuer à collaborer. Oui, Je te souhaite une super soirée et je te dis un grand merci. à toi aussi Tony. Ciao, ciao.